Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Alors nous, on a souhaité en fait présenter un petit peu ce que nous avons mis en place avec le collège La Boétie. Dans un premier temps, on va faire vraiment une présentation très rapide puisqu'on est déjà un petit peu en retard. Donc je vais commencer. Je suis directrice du pôle enfance de la Pêche du Périgord noir. Donc le pôle enfance étant composé d'un IME, d'un ITEP et d'un CESAD, et je dirige ces établissements depuis 2013. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, Pascal Bouzin, donc je suis le nouveau principal du Collège de la Boétie. Alors, on a voulu rapidement, c'est-à-dire que la politique du collège, c'est de vouloir inscrire l'établissement dans son territoire et de créer un maillage et des réseaux avec l'ensemble des acteurs qui participent en fait à l'accompagnement de la construction des parcours de chacun de nos jeunes. Voilà, c'est pour ça que nous nous sommes rapprochés et qu'on est là aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Laurent Michel, papa d'un enfant qui est scolarisé à la Pêche du Périgord noir. Très bien. Alors, on va démarrer assez vite avec. On a fait un petit diapo. Donc, on va essayer de vous présenter très brièvement, alors en toute humilité, parce qu'il y a déjà énormément de choses qui ont été dites, donc on va pas revenir dessus. En revanche, on va essayer de contextualiser et d'inscrire notre démarche, qui est une démarche qui est à la fois très humble, qui est une démarche vraiment pratique et qui vise en fait à essayer de montrer que le champ des possibles est tout à fait vaste et qu'on peut tout à fait lutter contre les déterminismes, les préjugés, les poncifs, etc. Voilà, l'objectif étant de travailler ensemble pour effectivement accompagner chacun des jeunes. Donc, on essaiera de travailler sur les principes fondamentaux, les fonctionnements, les acteurs en lice dans des temporalités dévolues, les retours d'expérience et plus-values, et puis ensuite les prospectives. Donc je vais démarrer. Dans les principes fondamentaux, eh bien, ça a été dit, ça a été répété, et effectivement, je crois que c'est dans les valeurs et les principes que nous partageons tous, c'est le droit fondamental à l'éducation. Alors, on peut avoir des textes, on peut avoir un certain nombre d'éléments législatifs, de circulaires. Il faut d'abord prendre conscience qu'effectivement, parce qu'il y a une dimension républicaine, mais il y a une dimension anthropologique aussi, c'est-à-dire qu'effectivement, chaque jeune a droit fondamentalement à l'éducation. Et quand on regarde en plus l'évolution de la société et de la civilisation, on mesure de plus en plus, et ce sont les économistes qui le disent au premier chef, je dirais, c'est de l'importance insigne de l'éducation. Voilà. Et que la construction de chaque jeune est fondamentale. Une déclinaison de ce droit fondamental à l'éducation, ce sont des dynamiques d'accompagnement, des parcours de construction de soi. Hein, c'est l'éducation, c'est effectivement une construction de soi, ce qui participe de la construction des parcours de formation et de la construction du citoyen. Alors, nous, dans nos démarches et dans les rapprochements, c'est d'essayer, parce que bon, les grands mots, c'est bien, hein, mais c'est de les faire vivre au quotidien et effectivement de les pratiquer. Il s'agit d'une éthique de l'accompagnement, et ça, c'est vraiment fondamental. C'est-à-dire que quels que soient les acteurs, eh bien, effectivement, on est dans cette éthique de l'accompagnement et on s'appuie sur le principe fondateur d'éducabilité qui vraiment fonde l'ensemble de nos démarches. Alors, je voulais vous présenter un petit peu ce qu'on avait mis en place avec le collège de la Boétie, de façon à, pour moi, l'important, c'est mettre l'enfant en situation de réussite. Et ça fait vraiment partie des objectifs principaux que nous avons sur les établissements. Mettre l'enfant en situation de réussite avec l'éducation nationale, c'est apporter aussi les étayages nécessaires aux enfants et développer les partenariats qui sont indispensables à la bonne compréhension de chacun et la compréhension aussi de la problématique de l'enfant. Donc, je vais
plus faire un focus un petit peu sur l'ITEP, puisque à l'IME, nous accueillons des enfants atteints de TSA. On a au collège une salle qui est dédiée aux enfants de l'IME et des inclusions aussi dans des classes à visée un petit peu socialisantes. Mais c'est vrai que sur l'ITEP, l'inclusion prend, je dirais, aussi tout son sens. Donc, ce qu'on a un petit peu essayé de faire depuis déjà quelques temps et qu'on développe beaucoup avec Pascal Bouzin, c'est vraiment d'avoir dans le collège des enfants, des éducateurs, des thérapeutes qui interviennent. Donc en fait, on a plusieurs espaces. Donc l'espace-temps du pôle enfance, évidemment, c'est tout ce qui est éducatif, thérapeutique et pédagogique, puisque sur le pôle enfance, nous avons 3 enseignantes, dont 2 sont spécialisées. D'ailleurs, je souligne l'importance d'avoir des enseignants spécialisés dans nos structures, puisqu'il nous est arrivé d'avoir des enseignantes qui arrivaient, qui n'avaient pas de notion du handicap et qui étaient vraiment mises en difficulté. Voilà, donc, et puis au collège, on a développé en fait une sorte de CESA d'ITEP. Alors il nous manque encore le volet hébergement, mais on y travaille. De façon à pouvoir vraiment accompagner les enfants dans le milieu ordinaire et vraiment dans l'enceinte du collège. Donc pour ça, le collège a mis à notre disposition 2 salles qui sont vraiment en plein milieu du collège de la Boétie, où à la fois les enseignants spécialisés peuvent aller travailler, mais également les éducateurs peuvent prendre en charge les enfants sur ces lieux et travailler avec eux et éviter le morcellement qui était vraiment très compliqué puisqu'on est un petit peu à l'extérieur du centre-ville et donc il fallait sans arrêt faire des allers-retours. Donc on verra après dans la présentation les bénéfices que ça peut engendrer. Et également, on essaye également de faire des accompagnements thérapeutiques, c'est-à-dire que les psychologues, notamment, vont intervenir dans l'enceinte même du collège. Voilà. Je voudrais juste souligner l'importance de cette complémentarité et l'importance aussi que cet enseignement spécialisé puisse aller dans l'enceinte du collège pour favoriser la réussite des enfants et de leur parcours. Voilà. C'est encore moins. Alors, les acteurs. Évidemment, donc, il y a plusieurs acteurs qui interviennent dans cette mise en place. Donc, il y a évidemment les éducateurs, les enseignants du pôle enfance, il y a également les thérapeutes, puisque nous avons un plateau technique assez riche avec un médecin psychiatre, un infirmier, des psychologues, une psychomotricienne, et nous travaillons également avec des orthophonistes libérales, puisqu'il est très compliqué de trouver des orthophonistes, je crois que tous les directeurs qui sont là peuvent le dire. Voilà, et également les enseignants du collège. Je voudrais également... tout ça, ça nécessite quand même de l'adaptabilité de tous les professionnels, autant ceux du médico-social que ceux du collège, pour arriver à travailler dans le même sens et à s'adapter à ces nouvelles formules pour que l'éducation inclusive puisse réussir et qu'on arrive vraiment à des résultats et à une inclusion positive. Voilà. Encore. Alors, donc, les sites du Pôle enfance, on en a parlé. Hein, donc, l'IME, on accueille 22 enfants. On en a un peu plus que ça, mais on a un agrément de 22 enfants. Surtout un public qui souffre de TSA. Hein, donc là, on a
C'est vraiment une particularité importante dans l'inclusion, puisque les petits enfants qu'on a et qui vont grandir vont aussi aller à l'école, et il faudra vraiment un étayage important, puisqu'on sait que ces enfants ont des problématiques très particulières. Donc il faut que toutes les personnes soient formées. Je pense notamment aux AVS qui souvent accueillent ces enfants et par manque de formation des fois sont aussi en difficulté. Et puis donc il y a un IME, un ITEP et un CESAD. Donc les enfants qui sont en CESAD sont forcément scolarisés, mais les éducateurs et les thérapeutes les suivent également, soit sur le pôle enfance, soit sur leur lieu de scolarisation. Voilà, donc au collège, je disais qu'on avait 3 salles qui nous sont attribuées, et puis des salles de classe ordinaires, puisque les enfants peuvent être soit en éducation spécialisée dans nos salles, soit également dans les salles, soit en SECPA ou en classe ordinaire, générale, et suivre leur scolarité, pouvoir suivre une scolarité adaptée grâce à ce dispositif-là. Pour poursuivre, on a des principes, on a des mises en œuvre et on a des lieux, et ensuite on a des acteurs. Les acteurs sont en interaction. C'est-à-dire qu'on a des personnels qui se connaissent et qui se reconnaissent. Et ça, c'est vraiment essentiel parce que ça procède de l'engagement, du positionnement des uns et des autres, et on s'appuie toujours sur ces principes fondamentaux, c'est-à-dire du droit, donc principe d'éducabilité, droit fondamental à l'éducation, à la construction de soi. Et on a des acteurs qui se connaissent, qui se reconnaissent, qui apprennent à se reconnaître, et avec, je dirais, un bénéfice réciproque, puisque il y a également dans les compétences, mais dans les positionnements également, eh bien, on apprend les uns des autres. Ce qui permet également de mieux accueillir. Et l'avantage, c'est que moi j'ai été frappé quand je suis arrivé au collège, c'est de voir différents acteurs qui étaient parfaitement intégrés à la communauté scolaire. Voilà. Et des acteurs de l'ITEP. D'ailleurs, c'est face à mon questionnement, à mon rapport d'étonnement, eh bien, on me dit, voilà, il y a avec l'ITEP, et donc on a pris la tâche avec Marie-Noëlle Puget, ma collègue de Carole, et on a commencé à tramer un peu cette démarche. L'avantage, c'est que chacun est dans son champ d'expertise. Et lorsqu'on commence à discuter des élèves, lorsqu'on commence à voir ce que chacun peut apporter, le geste professionnel, le positionnement, les valeurs, c'est-à-dire qu'on revient toujours sur les mêmes choses, et bien forcément ça enrichit, et ça enrichit forcément au bénéfice des élèves et de l'efficience de la construction des parcours. Donc, c'est un travail qui se fait en complémentarité, c'est un travail qui se fait également en articulation, c'est-à-dire que notre objectif, et dans les dynamiques de construction des parcours, c'est d'épouser au mieux la courbe des besoins. Voilà. Et ça, là aussi, ce ne sont pas des vains mots, ce ne sont pas des grandes envolées, c'est du pratico-pratique au quotidien dans les classes. Ce qui vaut pour les adultes vaut également pour les élèves. Je pense à des élèves qu'on inclut dans les classes d'enseignement généraux, et pour lesquels, en fait, eh bien, on tient compte de la singularité des situations. Et lorsqu'on parle de situation singulière, il y a une réponse singulière. Et là, effectivement, chacun arrive à s'instituer profondément, alors dans ses droits, mais dans la construction de soi. On revient toujours aux mêmes choses. Au niveau du collège, donc on l'a dit, on a les 3 salles qui sont dévolues et ces classes ordinaires pour l'intégration. Ensuite, alors des jeunes qui se vivent élèves. Alors, on en arrive vraiment au cœur, c'est-à-dire qu'on n'a pas des jeunes qui arrivent, qui sont, comment dire, c'est en contiguïté, qui arrivent comme ça, parachutés, mais on a vraiment des jeunes qui sont intégrés, je dirais, dans les collectifs classes. Parce que, certes, il y a les apprentissages scolaires, les apprentissages instrumentaux, mais également tous les aspects qui sont liés à la socialisation. Et ça, quoi de mieux qu'on inclut, alors je pense à un élève en particulier, c'est que l'on connaît bien tous les deux, et qui nous questionne, et qui questionne aussi ses camarades. Et lorsque, dans l'apprentissage de l'altérité, eh bien, cet élève-là en particulier, effectivement, bien, il a non pas des passe-droits, mais on a des réponses singulières par rapport à une situation singulière, eh bien, on parvient à s'interroger. Donc je reviens à ce que je disais, les adultes d'une part, mais également sur les élèves. Et quoi de mieux pour la tolérance dans le sens philosophique du terme.
Donc, l'accueil des personnels et des pairs, et donc le travail autour de l'altérité en situation. Et là aussi, on est dans du pratico-pratique, ce qui permet également de construire sur l'ensemble des champs, qui c'est au niveau de la construction de soi. On revient toujours aux mêmes choses. Et c'est toujours à bénéfice réciproque. Moi, je considère que lorsque, sur les principes de différenciation, et là, je dirais de l'accueil de chaque élève, eh bien, ces élèves-là, alors c'est ceux qui sont en situation de handicap, mais également les 10, les EIP, eh bien, ils nous conduisent et quelque part, ils nous forcent nous-mêmes à nous interroger, à réinterroger nos propres préjugés, nos poncifs, nos positionnements, donc nos engagements, et comment on va faire pour effectivement faire en sorte que tous les élèves, parce qu'on s'appuie sur ce principe fondamental de l'éducabilité et des droits fondamentaux, etc., maintenant vous connaissez parfaitement tout ça, eh bien comment on va faire nous, au quotidien, l'ensemble des acteurs, les professeurs, les membres du pôle éducatif, mais également le membre du pôle logistique, nous aussi, équipe de direction, etc., comment on va faire pour faire en sorte que tous les élèves, effectivement, tous ces jeunes se vivent comme élèves, donc en construction, et ensuite s'autorisent à se projeter. Alors, on a des effets induits. Donc, nous, ce qu'on a pu constater de cette mise en place de ce fonctionnement-là, c'est chez les enfants une baisse des troubles du comportement, parce que la charge émotionnelle baisse, en fait, du fait qu'ils soient inclus et dans l'enceinte du collège. Voilà, il n'y a plus ces manifestations qu'on pouvait avoir, ou en tout cas moins, de troubles du comportement, avec une baisse des états anxieux, parce qu'il faut bien savoir quand même que ces enfants ont une angoisse, parce qu'ils peuvent être stigmatisés, souvent ils ne sont pas intégrés à temps complet, donc ils arrivent dans des classes où il y a d'autres enfants qui sont là à temps complet, où ils arrivent comme ça, quand on leur demande d'où ils viennent, ils ont du mal à dire qu'ils viennent de l'ITEP. Donc le fait qu'ils soient dans l'enceinte du collège, ça baisse ces états anxieux. Et effectivement, ce que je disais, c'est une diminution du morcellement des emplois du temps avec une logique de continuité temporelle. C'est-à-dire qu'avant, on allait emmener des enfants pour 1 heure au collège, on revenait au pôle enfance, on repartait encore pour 1 heure de maths ou de français. Enfin, les enfants avaient des emplois du temps complètement morcelés. Même si nous vivions ça, je pense que ce serait compliqué. Donc pour eux, c'est encore plus compliqué. Donc cette diminution du morcellement est vraiment bénéfique à pouvoir apprendre, et puis à pouvoir s'intégrer et être en situation de réussite. Voilà. Alors, l'élargissement du champ des possibles, je l'évoquais tout à l'heure, mais de toute façon, on ne parle que de ça. On a des jeunes qui poursuivent leur construction, fondamentalement, voilà, et qui deviendront des citoyens à part entière. On est également dans du mieux-être. Alors, on parle du bien-être à l'école. Ça a été parfois un peu tabou, mais ça devient vraiment prééminent. Et ce mieux-être, effectivement, des jeunes qui sont dans des situations singulières, dans des situations particulières, et qui, au fur et à mesure qu'ils viennent dans cette démarche d'inclusion, d'intégration pleine et entière, donc dans l'établissement, en fait, au fur et à mesure, se sentent mieux dans leur vie et dans leur métier d'élève. Voilà. Et ça, c'est vraiment très important parce qu'on insiste sur cette construction de soi, cette construction, donc ce métier d'élève qui va faire que ensuite ils vont se projeter, ils vont s'autoriser à se projeter dans une formation après le collège, parce que c'est là la démarche. Nous, on est concernés par ce collège, de la 6e à la 3e, mais forcément, on est dans une dimension curriculaire et on projette systématiquement sur le lycée et ensuite au-delà. Les plus-values systémiques. Alors, on a parlé de curriculum. La systémique est vraiment essentielle parce que lorsque on est dans cette démarche d'inclusion, eh bien, c'est toujours à bénéfice, je dirais, c'est dans une vision systémique, tout agit sur tout. C'est-à-dire que, je l'évoquais tout à l'heure, tout le monde en tire bénéfice. Voilà. Donc là, de toute façon, c'est un enjeu majeur puisque on voit bien que la sociologie, et on est sur un moment de transition au niveau de notre société,
et que de toute façon, on n'a pas le choix, on est obligé, on est contraint de réussir. Et ces plus-values systémiques, elles agissent en fait sur les positionnements et les éthiques des professionnels, et les éthiques professionnelles. C'est-à-dire que chacun est amené à s'interroger vraiment sur qu'est-ce que je fais dans ma classe au quotidien. Comment moi, assistant d'éducation, je réagis, quel type de relationnel je construis avec les élèves et ainsi de suite. Et lorsqu'on en est à ces interrogations-là, ça veut dire qu'on est déjà dans ces démarches-là, alors plus ou moins avancées, mais après, et je reprends les mots de François Muller qui parle d'organisation agissante et d'organisation apprenante, eh bien on parvient à créer, je dirais, de la plus-value également au niveau des collectifs. Voilà. Et plus on est dans ces plus-values-là, alors collectif des adultes, mais collectif des élèves, plus on est dans ces dynamiques-là, et plus effectivement l'inclusion est réussie. Donc sur les gestes professionnels, et ensuite sur notre capacité à accueillir et à accepter la singularité, la différence, on l'a dit tout à l'heure. Donc je vais vous citer l'évolution d'un enfant, sa scolarité entre l'éducation nationale et l'ITEP, et surtout le parcours des parents par rapport à ceci, avec toutes ces interrogations. Alors Victor a aujourd'hui 14 ans. C'est un enfant qui a une scolarité relativement normale jusqu'en CM2. Suite à un choc émotionnel, il a un petit peu basculé, et à partir de la 6e, les choses se sont, on dirait, corsées. À ce titre, nous l'avons fait suivre par des médecins, par des psychologues, par des outils transversaux comme le CMP, comme le RAZ, et il a été détecté TDAH. Ceci s'expliquait au niveau scolaire, tant au niveau des apprentissages que sa capacité à rester dans une classe tranquille, et donc c'était entre guillemets un perturbateur. Là, nous nous sommes heurtés à un problème par rapport au corps enseignant, où on a vu qu'il ne savait pas gérer le comportement de Victor, dû notamment à la méconnaissance du problème. Nous avons eu des rapports étroits entre les différents professeurs, avec les principaux d'établissement, avec même des gens de l'éducation nationale à Périgueux, et j'ai compris que c'était la faute de personne, comme on dit, c'était la faute de la méconnaissance. Une anecdote à ce titre, en CM2, un médecin scolaire nous a fait comprendre qu'il fallait peut-être changer de structure. Donc nous l'avons interrogé pour savoir comment faire, et là on a vu dans ses yeux le grand point d'interrogation. Pour autant, il nous a dit, rapprochez-vous de la MDPH et remplissez un dossier, peut-être qu'on pourra vous aider. Bon, on a téléphoné à la MDPH, et on a reçu un dossier par courrier qui nous a fait peur, parce qu'il parlait de handicap. Et je ne voyais pas dans le regard de mon enfant qu'il soit handicapé. Donc ce dossier, nous ne l'avons pas rempli. Nous l'avons retourné avec un petit mot, nous avons téléphoné à la personne en disant qu'on ne comprenait pas dans ce qui était inclus dans ce dossier, comment faire. Donc il est rentré en 6e, il est rentré en 5e, il s'est fait exclure d'un collège en 6e, il s'est fait exclure d'un collège en 5e. Et là on s'est dit, de toute manière, il n'y a pas trop de solution, il faut repasser par la case départ qui nous avait été citée en CM2. Donc on a rempli un dossier MDPH, et donc on a pu inscrire notre enfant à l'ITEP de la Page du Périgord noir. Il y est rentré en 2016, et durant cette première année, donc ça a été une première année pour lui sans école, avec juste un professeur qui lui rappelait quelques notions qu'il avait apprises précédemment, des activités sportives, culturelles, un suivi très personnalisé par contre des éducateurs, du monde médical, et un rapport surtout très étroit entre les parents et l'ITEP. Nous avons commencé à voir notre enfant, je dirais, évoluer. À ce titre que le refus de l'école qui lui était érigé a fait que petit à petit, il a remis le pied à l'étrier. Ensuite, cette année, donc, Victor a pu intégrer le collège de la Boétie, je dirais en alternance, à la fois
en étant à l'ITEP et en étant au collège, et ce, dans le cadre d'aménagement scolaire planifié. Une montée en puissance des heures de cours, une définition d'un projet pédagogique, et toujours pareil, un rapport étroit entre les parents, l'ITEP et le collège. Ce que j'en retiens, moi, à ce niveau, c'est que autant la démarche collège-ITEP a été, entre guillemets, au départ un échec pour nous mettre le pied à l'étrier, autant aujourd'hui, je ressens qu'il y a un très bon cheminement entre le collège, l'ITEP et nous. La démarche descendante semble, je dirais, beaucoup plus huilée. Alors, l'évolution de Victor, j'en ai déjà parlé, elle est vraiment spectaculaire. À savoir qu'aujourd'hui, cet enfant qui, quand il rentrait, sa seule occupation, c'était de faire du sport. C'était de faire des activités avec nous, mais quand on lui parlait d'ouvrir ses cahiers, ben là, c'était le gros point d'interrogation. On passait plus de temps, nous parents, à lire les rapports d'activité, les rapports notamment de comportement de Victor que de faire ses devoirs avec lui. Et aujourd'hui, on est dans un cadre où l'enfant réouvre ses cahiers lui-même et nous repose des questions sur comment on va pouvoir l'amener à être un enfant et à être un homme. Et ceci dans le cadre d'un mode de fonctionnement sans échec. Comme on dit à Victor, pas la peine d'aller trop vite, parce qu'aujourd'hui, il est dans la phase où il voit ses copains qui avancent, et il se dit, ben, moi, je veux les rattraper. Et comme on lui dit, ben, attends, il y a des paliers à faire, on va y aller par paliers, ça se passe très bien. Donc voilà, j'espère que cette intervention aura été utile. Il n'y a aucun grief envers personne, si ce n'est un gros point d'interrogation à un moment donné, et surtout le fait que des parents comme nous, ben, on ne sait pas faire. On a essayé d'accompagner notre enfant sur le plan pédagogique, et on s'est heurté souvent à des portes, non pas fermées, mais des portes où on nous dit gentiment, ben oui, votre enfant il est comme ça, ben, on n'a pas dans le catalogue. Alors qu'on l'a sans doute, mais que les rouages ne sont pas encore là. Voilà. Merci de votre attention. Merci, monsieur Michel. C'est pas fini. On en a pour 2 minutes, Pierre-Yves. Juste. Merci beaucoup de votre témoignage qui est riche d'enseignements pour nous, je trouve, notamment pour la nécessité de partenariat avec les familles. C'est quelque chose vraiment de très important, d'être partenaire avec les familles et l'éducation nationale et les établissements médico-sociaux. Je crois que ça, c'est vraiment indispensable. Sur les perspectives et prospectives, ça nécessite aussi de la formation des professionnels, puisqu'on se rend compte parfois que les professionnels ont peur du handicap. Je parle des professionnels de l'éducation nationale, et on ne se connaît pas suffisamment, et il n'y a pas de notion, ils ne connaissent pas les notions cliniques, et des fois ça peut être un frein un petit peu. Donc la nécessité de formation des professionnels pour mieux comprendre et mieux appréhender les enfants. Les échanges entre les acteurs en lice, formels et informels. Nous, il y a beaucoup de choses qui se font de façon informelle entre les éducateurs et les professeurs. Voilà. Et puis le suivi des constructions de parcours coordonnés entre l'éducation nationale et l'éducation spécialisée à travers les PPI, évidemment. Voilà, je pense que le témoignage de M. Michel va nous donner des pistes de travail pour pouvoir avancer. Voilà, je vais conclure en disant que c'est bon, communiquer, faire connaître, valoriser, c'est dynamique inclusive, ça c'est clair. Ouais, on est dans une démarche qui est très, très humble, mais très proactive. Ce qui apparaît essentiel, c'est que de toute façon, on ne lâche rien. On ne lâche aucun de nos jeunes, ça c'est clair, et qu'on est vraiment dans une alliance éducative. Voilà. Parce qu'on y croit, et si nous on n'y croit pas, eh bien c'est qui peut y croire. Et on s'aperçoit là aussi que cette valeur et cette démarche proactive, en fait, elle pollinise. Et que c'est pour ça qu'à nous de fixer le cap, de le garder, de systématiquement reconvoquer, réactiver les valeurs fondamentales, parce qu'on considère que de toute façon, on ne travaille jamais, on ne fait jamais le choix de travailler avec des jeunes pour rien. Donc, ce qui veut dire que même si parfois on a un genou à terre, et même si parfois on se sent dépassé, ou qu'on se sent ignorant ou impuissant, Anne Barrère parle du sentiment d'impuissance, eh bien, c'est ensemble,
Voilà, et c'est vraiment dans cette alliance éducative, et ce ne sont pas des grandes envolées, c'est vraiment, je dirais, du pratico-pratique qu'on parvient au fur et à mesure. Alors, nous, on y croit donc à ce que les différents acteurs, et les jeunes en particulier, s'autorisent à y croire également, et c'est comme ça qu'on y arrive. Voilà. Et donc, le champ des possibles là, est tout à fait ouvert. Merci de votre attention.